Au sommaire de ce journal, marche à Ouagadougou de la Coalition nationale des acteurs de l'économie pour un commerce équitable pour dénoncer l'attitude de la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement. Les commerçants interpellent le gouvernement sur ses responsabilités dans cette crise. Des zones inondables, toujours habitées par des sinistrés qui refusent de quitter les lieux et souvent bien que dédommagés par l'État. Qu'est-ce qui justifie cet entêtement à demeurer dans ces zones à risque? Quelques éléments de réponse dans ce journal. Et puis, Jean-Pierre Bemba acquitté en appel par la Cour pénale internationale. L'ancien chef de guerre congolais condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique est désormais un homme libre. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la Coalition nationale des acteurs de l'économie pour un commerce équitable bat donc le pavé ce matin à Ouagadougou pour dénoncer l'attitude de la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement. Les petits commerçants demandent également au gouvernement de prendre ses responsabilités dans cette crise qui perdure. Ils donnent de la voix donc à travers une marche ce matin à Ouagadougou. Césaire Carrefour Nyarkiteda. Munis de banderoles avec des messages on ne peut plus clairs, ces quelques employés de petits commerces étaient sur l'avenue de l'indépendance pour crier les ras-le-bol vis-à-vis du mouvement d'humeur en cours au ministère de l'économie, des finances et du développement. Le fonds commun qu'eux, il est en train de bavarder, qui cherche là, le commerçant même n'a pas ça. Il ne peut même pas avoir ça. Il n'a même pas l'aide de gouvernement à quelque part. Donc nous, on ne doit pas tolérer ça. C'est pour cela qu'on est sortis aujourd'hui. Vous voyez, on n'est pas assez nombreux. S'ils pensent que c'est nous tous comme ça, vous pensez que ce n'est pas le secteur privé comme ça? Ils savent bien. Il n'y a pas un secteur privé au Burkina qui s'aligne derrière les agents du ministère de l'économie et des finances. Il n'y en a pas. Donc ils sont dedans, ils pleurent. Si tu vois ce pays-là, à l'heure actuelle, là, que tu fais ça, tu n'es pas indigne du Burkina Faso. Tu ne dois pas faire ça. Donc même si c'était leur droit même, ils doivent temporiser. C'est une action ponctuelle, juste pour avertir, selon Rasmane Kologo, qui invite les syndicats à savoir raison garder. Car, prévient-il, son organisation et d'autres structures sœurs mettront tout en œuvre pour contrer leur velléité afin d'éviter au pays un enlisement économique. Autre point de l'actualité, c'est dans la région de la Boucle du Moun que le Burkina Faso et le Mali se sont donné rendez-vous cette année pour la commémoration de la journée africaine des frontières. C'est une volonté manifeste de l'Union africaine de faire de la libre circulation des personnes et des biens une réalité sur le continent africain. À Madouba, les deux pays voisins appellent de tous leurs vœux la paix dans un contexte où l'insécurité aux frontières est une préoccupation quotidienne. Le compte-rendu de la cérémonie avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Le 7 juin, c'est la journée africaine des frontières. Cette année, les communautés burkinabées et maliennes se retrouvent ici à Madouba, dans la province de la Kossi, pour commémorer cette initiative de l'Union africaine. Elle vise, entre autres, à faire des espaces frontaliers de véritables pôles d'intégration et de développement socio-économique et culturel. Je suis très ému de cette coopération. On doit songer à le préserver, à le prospérer. Donc c'est un défi aussi. Donc ce que je voudrais que les populations retiennent de cela, c'est qu'il n'y a rien au-dessus de ce que nous venons de voir. Ce que je retiens par rapport à cette cérémonie de ce matin, une fierté, une grande fierté, que deux peuples, des autorités de deux peuples se retrouvent avec les deux peuples, communier cette journée. C'est vraiment quelque chose de louable. Comme le préfet le disait, c'est une école. Une initiative soutenue par la coopération allemande GIZ dans le cadre du groupement local de coopération frontalière GLCT entre le cercle de Tominia en territoire malien et la province de la Kossi au Burkina Faso. Mais aussi au niveau de Ouania et de Waroukui, il y a eu des banques de céréales et aussi même des microcrédits. Et après tout cela, ça a été vraiment commémoré par le centre de santé transfrontalier qui aujourd'hui est une première en Afrique, on peut dire dans le monde.
La frontière Mali-Burkina s'étend sur 1305 km. Et pour marquer la cérémonie, une course cycliste hommes et dames est organisée. L'on parle entrepreneuriat social à Ouagadougou. Près de 1500 jeunes entrepreneurs et des invités internationaux, des incubateurs et des structures d'accompagnement réunis dans un même espace et pour des échanges et partage d'expériences pour mieux entreprendre. Suivant le compte-rendu de Nongba Kouda et Nathalie Savadougou. L'entrepreneuriat social est une manière d'entreprendre qui place l'impact social au cœur de la démarche de l'entrepreneur. Ce sont des gens qui créent des entreprises pour gagner de l'argent, comme toute entreprise, mais aussi et surtout pour résoudre un problème social ou environnemental. Et à ce rendez-vous de 72 heures d'échange et de partage d'expériences, ces jeunes entrepreneurs vont s'approprier ce concept innovant. L'entrepreneuriat social, c'est encore quelque chose qui est méconnu au Burkina et qui pourtant existe partout. On ne met pas les mots dessus. Il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux au Burkina qui s'ignorent et beaucoup de jeunes qui désiraient entreprendre et de le faire pour participer au développement du pays. Donc l'objectif de ces 3 journées, c'est de donner tous les outils à ces jeunes-là, à ces entrepreneurs-là, pour qu'ils puissent passer à l'action. Une première au Burkina Faso et qui va regrouper près de 1500 jeunes entrepreneurs venus des 4 coins de l'Afrique. Nous, face à notre économie, il faut savoir concilier l'économie sociale et les valeurs économiques. Et c'est toute la problématique qui sera développée pour donner plus de rudiments aux jeunes, pour leur permettre, en tout cas dans leur élan d'entreprise, de s'y prendre et pour réussir. La fabrique est un incubateur entièrement dédié aux entreprises sociales au Burkina Faso. Créée en 2014, elle a pour mission d'identifier des porteurs de projets et de co-construire avec eux des entreprises pérennes à fort impact sur la société et ou l'environnement. Et la responsabilité sociale des entreprises extractives envers les éleveurs du Sahel, objet d'une table ronde à Ouagadougou. Le but étant de se pencher sur la problématique en vue de résoudre les conflits et atténuer les effets négatifs de ces industries sur les communautés riveraines des zones d'exploitation. Au terme des discussions, des recommandations sont faites. On en sait davantage avec Alidou Badini et Maïmouna Traori. Cette table ronde a permis aux participants d'identifier et de discuter sur les impacts des industries extractives sur le secteur de l'élevage et de proposer des solutions pour atténuer ces effets négatifs sur les communautés riveraines des zones d'exploitation. Quand une industrie s'implante et qu'elle n'utilise pas toute la superficie que lui accorde son permis, qu'elle permette aux éleveurs d'en profiter. Ça ne sert à rien de clôturer, d'empêcher l'accès des éleveurs à une partie du périmètre qui n'est pas déjà utilisé par les infrastructures de la mine. Ça, c'est une mesure. On a décidé, par exemple, que dans le cadre de leurs responsabilités sociales, les industries extractives financent directement le plan communal de développement des mairies concernées, plutôt que de faire ça selon leur volonté, dans des domaines qui ne sont peut-être pas prioritaires pour les communautés. Il est aussi demandé aux industries extractives d'éviter d'implanter leur base vie dans les espaces pastoraux lorsqu'elles sont susceptibles d'entraver la mobilité des éleveurs et de mettre en place des mécanismes de réclamation adaptés aux problèmes spécifiques des éleveurs sédentaires et transhumants. Les États sont invités à prendre en compte les aspects élevage et pastoralisme dans les codes miniers et pétroliers. Les participants à la rencontre de Ouagadougou recommandent l'instauration d'un cadre de concertation régulier entre les éleveurs, les États, les OSC et les industries extractives. Et qu'en est-il de la responsabilité sociale des personnes qui persistent à habiter dans les zones inondables et déclarées comme telles par les autorités? Ces populations victimes de sinistres liés aux eaux de pluie depuis quelques années déjà refusent de quitter les lieux, souvent bien que dédommagés pour cela. Or, voici la saison pluvieuse qui revient avec son lot d'inondations qui fera encore des sinistrés anciens et nouveaux dans certains quartiers de Ouagadougou. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre des habitants de ces zones à risque. Suivons leur lecture de la situation dans ce reportage que nous proposent Konsoun Koulibaly et Omar Zombri. À chaque fois que le ciel s'assombrit en ces temps de pluie,
Bintou Tiendrebego a peur. Elle a peur parce que sa maison, située dans la zone inondable de Dapoya 2, se transforme en mare quand il pleut des trombes d'eau sur la capitale. Quand il pleut, nous sommes inquiets. Nous ne dormons pas, nous restons éveillés pour ne pas être surpris par les eaux comme au 1er septembre. Tu peux dormir pensant que c'est une petite pluie et au réveil, tu es prise au piège sans échappatoire. Vivre dans l'angoisse d'être surpris par les eaux à chaque grande pluie, c'est aussi le cauchemar de cet habitant du quartier non loti de Bisiguin. Voilà, l'eau pénètre au niveau des bâtiments, ça atteint 1 mètre, souvent 50. Voilà, on a trop de problèmes. Cela fait plus de 40 ans que Alidou Ouedraogo vit à Dapoya avec sa famille. La maison familiale est située en contrebas de la rive sud du barrage numéro 2 de Tanguin. Il se souvient très bien du 1er septembre 2009. Victime des inondations, il avait reçu des propositions de relocalisation à Yagma, mais a préféré rester plutôt que partir. On nous a donné des parcelles de l'open de terrain à Yagma, 220 mètres carrés. Bon, vous savez, pour une grande famille, c'est difficile d'aller loger avec des jeunes. Si vous avez par exemple 5 jeunes, on vous donne 220 mètres carrés. Et on vous dit même d'aller en hauteur. Pour aller en hauteur, il faut avoir les moyens d'être en bas d'abord avant d'aller en hauteur. Alidou Ouedraogo pointe le doigt accusateur sur le manque de caniveaux d'évacuation. Pour lui, c'est la source des inondations dans le quartier. L'inondation est nue au manque de caniveaux. Il faut dire qu'à Ouagadougou, il n'y a pas de caniveaux. Et même le grand canal qui est à côté, ça fait longtemps qu'ils ont vidé ça. C'est au près de 15 ans qu'ils ont vidé. Et vous voyez une zone comme ça, sans caniveau, mais l'eau n'a pas de passage. Les habitants de cette partie de Dapoya 2 et ceux de Bisséguin ont littéralement les pieds dans l'eau à chaque grande pluie. Beaucoup se souviennent encore du 1er septembre 2009. Certains ont décidé de rester, une manière pour eux d'être résilients ou plutôt de faire de la résistance face aux inondations qui deviennent de plus en plus récurrentes à cause des changements climatiques. Faisons à présent le bilan du programme FASO de l'USAID qui fait donc ce bilan de son exécution. Le projet est mis en œuvre dans le centre-nord et l'est dans les domaines de la santé, l'agriculture et la bonne gouvernance aura permis de changer qualitativement les conditions de vie des bénéficiaires. Le point est fait à Tougouri en présence de Kwale Nebié et Maxime Zongo. L'agriculture avec le renforcement des moyens de production, la santé ou le couple mère-enfant étaient au centre de toutes les attentions. La gouvernance locale pour assurer une appropriation et une pérennisation du projet, voilà les domaines d'intervention du programme FASO. Le projet a eu un très grand impact parce que si vous prenez le domaine de la santé, tout est basé sur les changements de comportement. Nous avons travaillé à travers les GASPA, à travers les care groups, qui sont des systèmes qui permettent d'atteindre très rapidement beaucoup de personnes. Par exemple, nous arrivons à atteindre 45 000 personnes par mois avec des messages sur la nutrition, des messages sur l'allaitement maternel, tout ce qui est les meilleures pratiques en matière de nutrition. Le programme FASO est un projet de l'USAID avec pour partenaires l'OCADES et l'ONG Tintoa. Tougouri, dans la région du centre-nord, Mani et Gaïri à l'est sont les localités bénéficiaires du projet. Le programme, qui a été financé à plus de 28 milliards de nos francs, était destiné à réduire de façon durable la vulnérabilité des ménages concernés. L'influence positive que ce programme-là a eu au niveau de la malnutrition, au niveau des consultations prénatales et surtout au niveau de l'allaitement exclusif est indéniable et ça a contribué à augmenter le taux dans ces différents domaines-là et nous ne pouvions qu'apprécier positivement leur passage dans notre région. Au terme donc de 4 années d'activité sur le terrain, le projet a permis de l'avis des bénéficiaires la promotion et l'adoption de bonnes pratiques en matière d'hygiène et de santé-nutrition avec une fréquentation très remarquable des centres de santé. Conséquence, les indicateurs de santé sont partout au vert.
Au Sahel, on intensifie la communication sur les soins essentiels du nouveau-né. Un plan intégré de communication est lancé par la Direction régionale de la santé en vue d'améliorer la santé maternelle et infantile, et cela en partenariat avec l'UNICEF. Des précisions avec Ousmane Ketga, Mariama Tamboura et Lazare Sanou. Les acteurs de la santé du Sahel affûtent ici les armes contre la morbidité et la mortalité chez les nouveau-nés et les enfants de moins de 6 mois. Pour y parvenir, la mise au sein précoce et l'allaitement maternel exclusif sont déjà préconisés. Les médias seront également mis à contribution. L'innovation majeure, c'est que nous essayons en tout cas de mettre en œuvre une bonne pratique qui a été identifiée dans la région de l'Est, c'est les forats radiophoniques qui permettent bien sûr aux citoyens, là où il est, de pouvoir échanger avec les autorités, que ce soit administratives, sanitaires, les collectivités territoriales ou encore les partenaires techniques et financiers sur les préoccupations qui sont les leurs. Et nous pensons que ces stratégies-là vont nous permettre de répondre aux préoccupations des gens. Environ 84 000 femmes et plus de 9 500 enfants de moins de 6 mois seront les bénéficiaires directs de ce projet grâce à l'appui des autorités régionales, mais aussi au concours financier des partenaires techniques. L'administration est mobilisée avec eux pour soutenir non seulement ce projet-là, mais se battre avec eux pour améliorer donc la santé de l'enfant dans notre région. En acceptant de donner notre contribution pour que cette activité puisse aller de l'avant, notre but est de renforcer ce qui est déjà fait, de faire participer tout le monde. 115 villages des districts sanitaires de Dori, Gorom et Djibo seront concernés par ce plan intégré de communication qui va coûter plus de 51 millions de francs CFA. Les questions sécuritaires intéressent également les étudiants. Un forum donc fait la part belle donc à la question sécuritaire. C'est un forum organisé par le club des étudiants en sciences économiques et de gestion de l'université Ouagadougou. Un forum universitaire donc avec au programme des communications et des ateliers sur la thématique de la sécurité. Issaka Fando Maïmouna Traori. Les étudiants en sciences économiques et gestion de l'université Ouaga 1 réunis en forum universitaire. Pendant 2 jours, ils vont discuter autour du thème « Le dialogue et la sécurité universitaire, le rôle des acteurs ». Par ce forum, le club des étudiants en sciences économiques et de gestion entend participer à la résolution du problème d'insécurité au Burkina Faso. La question aussi de la sécurité vient en marche parce qu'on est tous exposés. Et le pays de gauche à droite est attaqué, même au centre-ville du Burkina. Donc c'est pour dire que même les universités sont visées. Et on s'est dit que c'est le moment pour nous de réfléchir et de revoir est-ce qu'il n'y a pas mieux de revoir l'organisation sécuritaire à l'université. Nos attentes, c'est qu'à l'issue du forum, les différents participants puissent être informés sur les différentes communications, notamment sur le sécurisme, les gestes en cas de menace ou d'attaque terroriste, et connaître un peu les enjeux des attaques-là sur notre économie. Et aussi proposer en réalité des recommandations qu'on pourrait transmettre aux différents ministères de tutelle, notamment au ministère de la Sécurité, au ministère de l'Enseignement supérieur, pour voir vraiment si ensemble on peut vraiment pallier vraiment à l'insécurité. Des communications et des ateliers de formation axés sur la problématique de la sécurité sont entre autres activités prévues à ce forum. Le club des étudiants en sciences économiques et de gestion a été créé en 2004. Il se veut être un cadre de rencontres et d'échanges entre les étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion. Les meilleures moyennes scolaires cette année au Prytanée militaire du Kadiogo sont de 18 sur 20 pour le premier cycle et 16 sur 20 pour le second cycle. Des performances saluées par responsables et parents d'élèves lors de la traditionnelle cérémonie d'excellence qui récompense les meilleurs élèves et enseignants. À l'occasion, des membres du corps enseignant reçoivent des distinctions honorifiques et des prix sont distribués aux élèves les plus méritants sur la célébration de l'excellence au PMK avec Issaka Ouedraogo et Vincent Kiendrebeogo.
Les excellents à l'honneur au prix d'année militaire du Kadiogo ce vendredi 8 juin. La haute hiérarchie militaire, le corps enseignant, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes sont réunis pour célébrer l'excellence dans le travail. Pour les élèves, ceux qui se sont illustrés dans les différentes disciplines reçoivent des récompenses, autant que les meilleurs de chaque classe. J'ai redoublé de beaucoup d'efforts par rapport à l'année passée. En voyant les gens venir prendre les prix, ça m'a exalté aussi à me mettre au sérieux. Pour ça, il n'y a pas vraiment de secret, juste travailler, suivre les cours, être attentif, faire des exercices, surtout se concentrer pendant les devoirs, ne pas paniquer, bon, voilà, prier. Le personnel n'est pas en reste. Sept enseignants reçoivent, eux, des distinctions honorifiques. Les uns sont élevés au rang de chevalier de l'ordre des étalons et les autres, chevalier de l'ordre des palmes académiques. Unanimement, les gens reconnaissent que je fournis des efforts pour le travail. Donc la diligence a été aujourd'hui récompensée devant vous. Les différents discours ont montré que l'excellence au Prytanée militaire est partie d'abord certainement de la base, c'est-à-dire la sélection pour cette école, est partie d'abord aussi de l'engagement et de la disponibilité des enseignants, est partie aussi de l'engagement et de la disponibilité des cadres militaires pour tous les résultats qui ont été atteints. Donc je félicite tout cet ensemble. Cette cérémonie solennelle vient clôturer l'année scolaire au PMK en attendant les examens du BEPC et du baccalauréat. À l'étranger, Jean-Pierre Bemba est acquitté par la Cour pénale internationale. L'ancien vice-président congolais et chef de guerre qui avait été condamné à une peine de 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en République centrafricaine voit sa sentence annulée en appel. Un verdict très partagé qui a été rendu hier. Les juges de la chambre d'appel ayant estimé que la responsabilité pénale du chef rebelle en tant que commandant n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable, d'où cet acquittement qui réjouit les partisans de Jean-Pierre Bemba et qui sidère en Centrafrique. Et puis de nouvelles violences le long de la barrière de séparation entre Gaza et Israël. 3 Palestiniens sont tués ce vendredi lors d'un nouveau rassemblement organisé dans le cadre de la Grande Marche du Retour. En ce dernier vendredi du Ramadan, de nouvelles violences ont éclaté le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Au jet de pierres et au lancement de ballons incendiaires, les soldats israéliens ont répliqué à coups de balles réelles et de gaz lacrymogène. Au moins 3 Palestiniens ont été tués et une centaine blessés par balles. Pour tous ces manifestants, une seule et même obsession, le droit au retour. Nous sommes ici pour faire savoir que tôt ou tard, nous retournerons à Jérusalem pour y prier. Cette terre est la nôtre, c'est notre droit. Nos grands-parents ont été forcés d'en partir, mais nous allons regagner ce droit pacifiquement ou par la force. Nous avons emmené de jeunes enfants pour qu'ils sachent que cette terre leur revient de droit. Les sionistes se la sont appropriée par la force. Ils ont tué nos pères et nos grands-pères et ils continuent de nous tuer ici. Nous sommes venus ici pour réaffirmer que Jérusalem n'est pas à vendre, nos terres sacrées ne sont pas à vendre. Encouragés par le Hamas qui dirige la bande de Gaza, les manifestants commémoraient la journée d'Al-Quds, Jérusalem en arabe, une journée traditionnellement organisée en Iran en soutien aux Palestiniens. Pour le Hamas comme pour le régime iranien, l'État d'Israël n'a pas lieu d'être. Fin de ce journal, merci de votre attention. Très bon week-end à tous.